Salut Jean-Claude Pascal, Bonjour Pierre. comment vas-tu mon ami? Eh bien, je vais très bien. J'ai passé un bon été et je suis content de te revoir. D'accord, parce que là en effet on est fin août dans la chaleur de Paris caniculaire. Écoute, je suis très heureux de pouvoir t'interviewer une nouvelle fois sur un même thème qui t'est très cher depuis de nombreuses années, l'alchimie et l'hermétisme. Merci. Et en fait, en revisionnant un peu notre dernière vidéo qu'on avait faite, je me suis dit qu'on avait à la fois parfois écarté certaines choses, on n'en avait pas forcément parlé, des choses un peu de base sur ce que c'est l'alchimie avec certains thèmes, certaines notions qui sont assez générales. Et aussi, j'aurais voulu creuser un peu d'autres thèmes qui me sont chers, puis on passera peut-être à la fin sur le rapport, par exemple, entre l'hermétisme et la pensée druidique, et la philosophie druidique. Voilà, donc pour introduire ça, j'aurais voulu te préciser que je lis certains textes alchimiques en ce moment, dont certaines anthologies de textes alchimiques, la très belle anthologie faite par Françoise Bonnardel notamment, et d'autres textes, et je t'avoue ne rien y comprendre. Intellectuellement en tout cas, je pige vraiment pas grand-chose, mais par contre, je suis dans la poésie depuis pas mal de temps, et ça m'évoque énormément de choses. Il n'y a pas à dire, ça, c'est prenant. J'ai l'impression de comprendre, mais je ne sais pas quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça déjà? L'accessible. Alors, ce Voilà. que je peux te dire, Pierre, c'est je te remercie de donner suite à cet entretien qui est intéressant, qui est dans le fil et la continuité de tes interviews que tu fais, Mhm. c'est-à-dire la spontanéité et l'échange avec quelqu'un qui partage une passion. Tu es en train de lire des textes d'alchimie, Et ouais. comme tous les alchimistes, et tu as dit que tu n'y comprenais rien. Que dalle. Je pense que c'est à moitié vrai, parce que le texte alchimique, on comprend la moitié, mais c'est dans l'autre moitié où est l'hermétisme, Mhm. donc dans celle qu'on ne comprend pas. Et, ben ça fait partie du secret. Il n'y a pratiquement aucun texte alchimique qu'on comprend. Les personnes qui font beaucoup de méditation sur les textes ou les opératifs comprennent, au fur et à mesure, d'avoir lu les textes, de faire les recoupements, comprennent les liens, Mhm. parce qu'il y en a. Mais dire que quelqu'un comprend un texte alchimique, euh, enfin, moi j'y comprends rien. Ah, je suis rassuré. Moi j'y comprends rien. Mais c'est pas pour ça que l'alchimie n'œuvre pas et n'opère pas. Il y a une autre raison pour laquelle c'est très dur de comprendre quelque chose en alchimie. Je crois que je l'ai abordé, mais de toute façon d'autres personnes en parlent. C'est que l'alchimiste, il parle d'alchimie lorsqu'il parle d'autre chose que d'alchimie. Mhm. Parce que l'alchimie, il ne pourra pas en parler, c'est un secret. Euh, c'est le secret des adeptes, pour parler le langage de Cancellier ou de Fulcanelli ou de la plupart. C'est-à-dire, il y a un secret. Et donc, les alchimistes sont très obscurs lorsqu'ils parlent d'alchimie. Mais quand ils parlent d'autre chose, l'alchimie est là. Et donc l'idée, c'est aussi d'écouter dans la poésie du texte, de lire des textes, de lire beaucoup de textes, et petit à petit, quelque chose se structure. Sachant qu'il n'est pas nécessaire de lire beaucoup de textes. D'accord. Ouais. Il y a déjà pas mal de choses qui me viennent à l'esprit, notamment secret. Pourquoi secret? Je peux comprendre, permets-moi de préciser, que je pense que pendant une bonne partie du Moyen-Âge, en tout cas, peut-être même à la Renaissance, les alchimistes étaient un peu mal vus par la religion institutionnée et ils devaient garder secret certaines choses. Oui. Mais aujourd'hui, maintenant qu'ils sont plus persécutés ni brûlés sur le bûcher, pourquoi ce secret? Alors, c'est très intéressant. Alors, si tu veux, je vais essayer chaque fois de donner plusieurs niveaux de réponse. Non pas que l'une soit meilleure que l'autre, mais différentes. Dans l'alchimie, on travaille et on parle surtout de soleil-lune, de mercure, soufre, de l'esprit d'âme, etc. Et puis Paracelse ça a rajouté, mais ça existait avant, mercure, soufre, sel. Donc pour parler un petit peu et pour placer les niveaux au niveau de la matière, où les choses s'expriment, au niveau intermédiaire, où les choses se transmettent et donnent les plans et la structure, et puis au niveau de l'esprit, de l'hermétisme, de l'esprit de l'alchimie elle-même.
Alors pourquoi un secret? Bien sûr, pour éviter de susciter les jalousies, et les questions, et les curieux. Bien sûr. À certaines époques, les empereurs, les rois, les seigneurs étaient jaloux que quelqu'un puisse avoir plus d'or qu'eux, et donc de pouvoir. À d'autres époques, euh, l'Église, dans sa phase surtout très, très inquisitrice, ne supportait pas non plus qu'on puisse penser autrement que ce qui était décrété dans la Bible. Et donc ça, tu as raison. Donc les alchimistes travaillaient en secret, travaillaient dans les caves, travaillaient en communauté pour partager. C'est peu connu et c'est pas très fréquent. L'alchimiste est plutôt vu comme le gars seul dans son laboratoire. Oui. Mais il y a un autre aspect du secret, c'est que travailler en alchimie, c'est découvrir le grand secret. Et ce secret, lorsqu'on l'aborde, c'est un chemin secret. Donc il n'y a pas un secret en alchimie, mais il se résume à un. Et ce secret a quelque chose de particulier pour les hermétistes au sens large. Et je dirai tout à l'heure ce que j'entends par hermétiste, mais on va garder le langage alchimiste. D'accord. C'est que ce secret a un pouvoir. Et si ce secret est révélé, il perd son pouvoir. Et comme le secret de l'alchimiste, c'est d'arriver à la pierre, s'il le révèle, il la perd. La nature et la nature extérieure et l'application des recettes ne permet pas d'arriver à la pierre des sages. L'application pure et simple de ce que tu es en train de lire. Mais ouais. Beaucoup d'alchimistes en témoignent. Cancelier, dans ses livres, dans les livres qu'il a écrits. Oui. On pourra revenir sur Fulcani, si tu veux, mais d'autres alchimistes très sincères, les hyperchimistes, témoignent dans toute sincérité et donnent une quantité d'informations sur le fait qu'ils ne sont pas arrivés à la pierre. Alors, est-ce qu'ils le disent pour préserver le secret? Ce qui est possible. C'est malin. Ce qui est possible. Ou est-ce qu'effectivement, ils n'y arrivent pas? D'accord. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on n'arrive pas à des résultats intermédiaires. Donc, c'est une des raisons du secret, c'est que le secret révélé perd sa force. C'est tout simple. C'est tout simple. Ouais. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en parler sans le révéler. Ah, voilà, parce que je me suis dit... On peut en parler, mais il ne sera pas révélé. Pourquoi je te pose des questions, voilà. Oui, bien sûr. J'imagine d'ailleurs que la question que se pose tout le monde, là, c'est quoi la pierre philosophale, Jean-Claude? Alors, oui, la pierre philosophale... Sachant que c'est secret et que tu ne le diras pas. Non, je ne dirai pas. Il y a un autre aspect du secret, Pierre, j'en profite, puisque tu me taquines sur ce sujet, c'est que c'est secret parce que pour l'exprimer, il faut un langage secret. Un langage secret, c'est-à-dire un langage non révélé. Or, la révélation de ta pensée, de tes expériences, passe par une structure de pensée à travers le langage. Or, il n'existe pas de langage pour révéler vraiment ce qu'est la pierre. Donc, de toute façon, même celui qui s'y essaye, il bafouille. Par contre, on peut parler, comme c'est de l'hermétisme, de symboles et de choses qui s'en rapprochent. Le simple fait de dire pierre philosophale éveille quelque chose. C'est sûr. Le fait de dire alchimie éveille quelque chose. Hermétisme, etc. Donc, qu'est-ce qu'un alchimiste? Pour faire simple, il y aura quantité de différences, mais un alchimiste, c'est quelqu'un qui, de façon ultime, cherche la pierre des sages, la pierre philosophique, la pierre philosophale, ou encore, parfois, il en découle, ou c'est d'autres aspects de la pierre, l'élixir de jouvence, ou l'élixir de longue vie. Et souvent, on parle également de la capacité à transmuter les métaux. D'accord. Ou parfois de poudre de projection. Donc ce sont trois aspects qui sont liés à la quête de l'alchimiste. Et l'alchimiste, quelque part, on peut dire que c'est la quête intérieure. La quête intérieure de tout chercheur, ou de toute personne sur un chemin, essayant de comprendre les mystères de la nature, de la vie ou de l'univers. Donc la pierre philosophale, la pierre des sages, je vais dire des choses, mais ça ne l'est pas. Hein. Mais la pierre des sages, souvent ce qui apparaît, quand j'y ai réfléchi, et puis quand on y réfléchit assez facilement, mais c'est une pierre, donc une condensation, de sagesse. Mais de sagesse qu'il n'y avait pas avant.
Donc cette sagesse qu'on va faire condenser dans la pierre, elle vient d'où? Est-ce qu'elle y était et elle se révèle? Ou est-ce qu'elle n'y était pas et la matière sur laquelle on travaille se structure pour l'accueillir? Ou est-ce qu'elle était dans l'alchimiste que la pierre révèle? Ça peut aussi être autre chose, et les trois. En alchimie, on n'est pas exclusif. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on condense quelque chose. Et ce qu'on condense, c'est la sagesse. Alors qu'est-ce que la sagesse et d'où elle vient? Ça sera toute une quête aussi. Pour parler de l'autre aspect de la quête des alchimistes, de l'élixir de longue vie ou de l'élixir de jouvence, donc garder la jeunesse, garder la joie, garder la jovialité, être lié à Jupiter, le frère du soleil, le dieu qui apporte le feu et les connaissances et la joie et l'amour et tout ce que tu veux aux humains. Donc, l'élixir de jouvence, l'élixir de longue vie, c'est intéressant. Et encore une fois, c'est un élixir, donc c'est aussi un concentré. Ce n'est plus un concentré dans la pierre, c'est un concentré dans une huile ou dans une liqueur. Mais qu'est-ce qu'on concentre là-dedans? Si ce n'est les forces qui donnent la vie. À tout moment, la nature donne la vie et l'entretient. Et à un autre moment, la nature enlève la vie et fait périr ce qui est périssable. Donc, un des aspects de l'alchimiste, c'est, si on prend le langage de l'élixir de vie, eh bien, c'est de savoir capter dans sa liqueur la vie elle-même. Donc, on a déjà deux aspects pour l'alchimiste, c'est la sagesse, ou la connaissance, si tu veux, et la vie, ou la force de vie. Si tu as la force de vie, tu guéris. Tu dors et tu guéris. Et l'autre aspect, c'est la transmutation des métaux. La transmutation des métaux, bon, pour prendre le langage des alchimistes opératifs, Paracels ou autres, tu disais que tu lisais des alchimistes, on en reviendra. La transmutation des métaux, si je prends Paracels, mais d'autres disent similaires. Les métaux sont sur Terre les réceptacles ou l'activité, la trace des astres. Donc c'est comme une matérialisation particulière, c'est pas de la silice, c'est pas de la pierre, c'est pas un sel, c'est un métal, c'est un truc un peu particulier quand les gens le trouvaient. Et donc chacun des grands métaux était relié aux grands astres qui bougeaient. Et qu'est-ce que va faire l'alchimiste? Il va transformer les métaux en or, les métaux vils en or. Parfois, un des alchimistes dira il faut transformer le plomb en or, l'autre il dira il faut transformer l'argent en or, l'autre il dira il faut transformer le mercure en or, d'autres l'antimoine, ou ce que tu veux. Mais au sens global, ce qui reste, c'est transformer les métaux en or. Les métaux, c'est les astres. La partie manifestée en ce qui nous concerne des astres, en ce qui concerne la planète. Ouais. L'alchimiste, il va faire séparer les choses. Donc qu'est-ce qu'il va séparer dans un métal? Il va séparer la partie astrale. La partie astrale étant séparée, elle retourne dans son élément. Ou disons, elle est purement dans son élément sans la contrainte manifestée. Et donc, elle a l'information du ciel. Et l'information du ciel, c'est comme l'information de la pierre, c'est la sagesse universelle. Puisque tout est sous le ciel. Et ensuite, tu la refais redescendre. Et il y a une autre partie aussi que disent certains alchimistes, c'est que tous les métaux contiennent de l'or. Tous les métaux contiennent tous les métaux. Et ça, c'est de l'hermétisme. C'est-à-dire que le grand monde est projeté dans le petit monde. Et dans n'importe quoi se reflète l'intégralité de l'univers. Donc, lorsqu'on dit on va transformer du plomb, de l'argent en or, bien sûr, selon la table de Mendeleïev, c'est des éléments différents, etc. Mais dans l'approche alchimique, un métal contient les autres métaux. Et tu as une formule alchimique que souvent on oublie, parce qu'elle est assez pointue, et je l'aime bien. Pour faire de l'or, il faut de l'or. Mais oui. Mais oui. Mais c'est ça le truc. Alors c'est contradictoire un peu, non? Mais parfois l'or, on ne le voit pas. Surtout si tu as du plomb. On ne peut faire de l'or qu'à partir de l'or. Mais bien sûr. Donc on peut faire de l'or à partir de l'or qu'il y a dans le plomb. Qu'il y a dans le plomb. Et l'idée est une des voies chimiques, la transmutation, aussi bien symbolique qu'ensuite les opératifs, mais les opératifs t'en parleront mieux que moi, c'est que si tu considères que dans tous les métaux, il y a tous les métaux, oui. Et donc l'or, qui dans la classification des 7 planètes se trouve pile au milieu,
hein, c'est Oui. le soleil, eh bien il s'agit des métaux de les faire sortir tous, dont l'or. D'accord. Donc c'est assez simple de transformer n'importe quel métal en or, puisqu'il le contient déjà. Et si tu fais un rapprochement un petit peu avec un langage plus actuel, des similitudes, hein, c'est jamais scientifique, si le métal est lié à un aspect astral, et que tous ces métaux on les a en nous, on a en nous un lien avec les forces qu'on appelle Saturne, avec les forces ou les émanations et les rémanations qu'on appelle Soleil, qu'on appelle Mars, qu'on appelle Vénus. Et tous ces 7 aspects, ces 7 grands gouverneurs que connaissent les astrologues mieux que d'autres personnes, agissent en toi. Et chacun de ces 7 peut libérer son or. Et la transmutation des métaux en or, c'est la transmutation de tout en or, in fine, de tout ce qui est relié aux astres. De tout ce qui est relié aux astres. Or, l'homme est relié aux astres. Il a une partie matérielle et une partie céleste. Et comme on aborde... est-ce que ça répond à ta question ? Ça répond beaucoup plus à ma question que ce que je pensais, mais oui, ça répond. Parce que je suis bavard. Du coup, donc... j'en ai 40 000 des questions, Oui, je oui. te laisse parler. Donc je continue, et je continue un petit peu, mais tu m'interromps quand tu veux, ensuite tu vas aller sur un autre sujet. Mais c'est intéressant, j'ai cité Paracels, et tu as dit tout à l'heure que tu lisais beaucoup d'alchimistes, ou des textes, hein. Ouais. L'anthologie de Françoise Bonnardel, qui est une très belle anthologie, il en existe d'autres aussi. Et d'autres, ouais, et d'autres. Mais elle a fait des bons choix. Enfin, de toute façon, il n'y a rien à dire. Toute personne fait du bon travail. Et moi, j'ai beaucoup lu, je partage ça avec toi, j'ai beaucoup lu des alchimistes, comme toi, j'ai rien compris. Et par contre, c'est important de rien comprendre, parce que déjà, mais c'est important de rien comprendre et d'être honnête avec ça. Si tu lis un truc et que tu comprends pas, et que tu fais un effort de compréhension et que tu comprends toujours pas, à un moment donné, l'idée c'est d'être honnête avec toi-même. Et j'ai lu beaucoup Fulcanelli, bien sûr, à travers les livres de Cancelier, et étant plus jeune, j'ai beaucoup lu Paracels. D'accord, oui. Ce qui est très intéressant chez Paracels, c'est que c'était un médecin bien sûr très décrié, puisqu'il avait des résultats, et ces textes où il parle spécifiquement d'alchimie sont très obscurs. Ah oui. Très obscurs. Mais par contre, tout son esprit alchimique est là par ailleurs dans sa pensée. Donc, lire Paracels et ses témoignages, ses essais, etc. Et il était imprégné de ça. Paracels est né au XVe siècle. Son père l'a rapidement emmené travailler dans la mine. Donc, il était au contact des métaux. Il était au contact des gens du voyage, des femmes qui guérissaient. Et il s'est vite rendu compte que la nature a des mystères. Et c'est pas dans les vieux livres poussiéreux qu'on comprend à peine qu'on saura guérir. Et Paracels m'a beaucoup aidé. Et je vais, si tu veux, pendant cet entretien, en distiller quelques-unes de ces éléments. Avec grand plaisir. Oui. Donc beaucoup de livres, Distillé, oui. beaucoup de livres signés Paracels ne sont pas forcément de lui. Mais tu lis et puis tu verras bien. Ok. Et c'est pareil pour Fulcanelli. Est-ce que c'est une personne qui a existé ? On en parlera tout à l'heure si tu veux. Mais restons sur Paracels. Oui. Qu'est-ce que m'a apporté Paracels ? Paracels m'a apporté quelque chose de superbe parce qu'il est captivant. Mais surtout, ce sont certaines de ses maximes. Une de ces maximes, paraphrasée, puisque je la connais pas dans le latin de l'époque, mais une de ces maximes, c'est ne doit pas être un autre qui peut être lui-même. Ou ne sois pas un autre, sois toi-même. Avec son corollaire immédiat, qui est plus connu, ne crois en rien que tu n'aies éprouvé par toi-même. Et ça, c'est un secret d'hermétiste, d'alchimiste, ne crois en rien que tu n'aies éprouvé par toi-même. Et là, tu comprends, et on revient sur le secret de tout à l'heure, ne crois en rien que tu n'aies éprouvé par toi-même, et tu vois bien que qu'est-ce qu'il y a en face qui résonne dans ta tête, ou qui résonnait autrefois dans la tête de tout le monde ? Heureux qui croient sans voir et sans savoir. Alors là, il faut se poser la question. Tu poses la question, parce que ce sont deux chemins différents. Heureux qui croient sans savoir,
Ou alors, ne crois rien en quoi que tu n'aies éprouvé par toi-même. Et moi, je me suis posé la question. Est-ce que c'est compatible? Est-ce que c'est compatible? Et puis là, est-ce qu'il y en a une qui est vraie? Est-ce que les deux sont vrais? Est-ce qu'aucune n'est vraie? Etc. Et puis tu te poses la question. Quand tu ne sais pas, moi, je me pose la question des feuilletons télévisés, des polars. À qui profite le crime? Et c'est bête, et ça marche. À qui profite le crime quand tu te dis, ne crois en rien que tu n'aies éprouvé par toi-même? De toi-même. À qui profite quand on te dit, heureux qui croit, sans savoir? À ceux qui te le font croire. Oui. Pourquoi tu donnes plus d'importance à eux qu'à toi? Ouais. Qu'est-ce que eux cherchent dans la vie qui serait mieux que ce que toi tu cherches? Donc voilà aussi pourquoi les alchimistes, on les aimait pas, parce qu'ils devenaient indépendants. Indépendants dans leur pensée, indépendants dans leur lecture, indépendants dans leurs travaux, et souvent ils avaient des travaux. Donc ça c'est quelque chose, l'alchimie apporte beaucoup de choses, la recherche de la pierre, la recherche de l'élixir, la recherche de la poudre de projection, apporte des choses au passage, qui fait que, in fine, et les textes anciens en parlent, celui qui arrive au bout, il a alors la santé et la sagesse par surcroît. Et donc, Paracelse, c'est dans cette fibre. Beaucoup d'autres aussi, hein, mais j'ai bien lu Paracelse. Parce que lorsqu'on entend parler de Paracelse, généralement, on entend parler de la spagyrie, tout ça, tout ce qui est connecté à la médecine. Mais apparemment, il y a une dimension philosophique, bien sûr qu'il y a, mais dont on n'entend pas toujours parler non plus. Chez Paracelse? Ouais. Bien sûr. Philosophe, après, il est, bien sûr, c'est un médecin, et c'est sans doute un des plus grands médecins de ces 5 derniers siècles. Ouais. Alors aujourd'hui, la médecine a fait des progrès techniques inégalés. On peut opérer, découper des gènes, on peut opérer à distance, etc. On connaît parfaitement la structure. D'un point de vue purement physique, on est allé très loin. Ouais. Mais l'homme, c'est pas qu'un corps. C'est des sentiments, c'est des volontés, c'est des attentes. Pour certains, c'est une âme, un esprit, etc. Donc, et Paracelse, en ayant brûlé les livres des anciens, symboliquement, en ayant travaillé avec les gens qui guérissaient, en ayant travaillé dans les mines, en ayant regardé... Puis surtout, il testait lui-même ses médicaments, à toute petite dose. Il les testait lui-même à petite dose. Il en est sans doute mort. D'accord. Certains disent qu'on l'a empoisonné. On l'a empoisonné, oui. Et ces détracteurs disent on n'avait pas besoin de l'empoisonner. Il s'empoisonnait très bien tout seul. Exactement. Mais ensuite, si tu as lu des trucs de spagyrie, bien sûr, il a les bases de la médecine où tu recherches le terrain. Ouais. Tu as les bases de la dilution infime, tu as les bases de la recherche de la clé de ce qui se ressemble, s'assemble. Ouais. Trouver les remèdes, parce qu'il parle de... Même chez Dr Bach, dans les élixirs de Bach, c'est cette pensée de Paracelse qui est là. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que si tu prends Bach, on n'a pas prévu d'en parler, mais Bach recherche qu'est-ce qui, dans la nature, a le même caractère qu'une maladie qu'il a observée, mais la nature l'a intégrée harmonieusement. Donc il prend cette fleur, il en extrait son élixir de Bach, parce qu'il considère que cette fleur a su harmoniser ce qui, chez un être, le rend malade. Donc en donnant ça à cet être, la nature lui communique le stimuli, le catalyseur pour retrouver l'équilibre par rapport à ce qui, lui, en fait, le rend malade. Et Paracelse, bien avant lui, bien sûr, fonctionnait de la même façon. Il recherchait dans la nature quelle est la plante pour quelle maladie. Et à la limite, si le langage existait, c'est la même chose. Pour Paracelse, poison et remède, c'est pareil. C'est une question de dilution. Poison et remède, c'est la même chose. Et le médecin qui sait reconnaître une maladie devrait reconnaître le remède. Et pareil, voyant une plante, devrait savoir ce qu'elle soigne. Toujours, pourquoi ? Par cette pensée et cette vie hermétique. Tout est dans tout. Et l'œil de Paracelse regardait pour savoir, dans telle fleur, dans tel minéral, dans tel sel, dans telle opération, quel était le détail qui faisait que, clac, ça le relie à un aspect du grand tout. Et il le repérait. Bon, là, on parle de médecine de spagyrie plus que d'alchimie.
Mais Paracelse est un très grand. Très grand. Et on n'a pas encore compris tout ce qu'il voulait dire. Ouais. Il y a un livre qu'il a essayé d'écrire toute sa vie, qu'il n'a pas pu terminer, qui est sorti il y a une dizaine d'années, je pense, qui s'appelle La Grande Astronomie, en français. Parce qu'il existe plein d'autres livres en allemand qui n'ont pas été traduits. La Grande Astronomie. Et c'est très intéressant de comprendre l'alchimie de Paracelse en lisant ces textes, des textes au nom très bizarres, le livre des vers, les maladies du Tartre, des choses comme ça. Et dans La Grande Astronomie, entre autres, mais aussi ailleurs, il parle des esprits et des corps. Et alors la méthode d'enseignement de Paracelse c'est intéressant parce qu'il ne dit pas les choses. Il veut qu'elles germent chez ses étudiants. Oui, d'accord. Donc là, tu vois déjà que l'importance dans une pensée hermétique et alchimique, les choses doivent germer par elles-mêmes. Sinon, il y a autre chose qui germe et tu n'es pas toi-même. Donc, je vais donner juste un exemple à peu près. Donc, il disait déjà à son époque que l'esprit rend le corps malade. L'esprit peut rendre le corps malade. Et il disait aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, l'esprit peut guérir le corps. Donc si un corps est malade, l'esprit peut le guérir. Donc il attendait, il regardait si les étudiants avaient compris, puis après il leur posait la question, mais si l'esprit est malade, avec quoi le guérit-on ? Et puis il leur disait, bon, allez jouer, on se retrouve demain. Vous avez 4 heures. Je plaisante. Mais tu vois l'approche. Et bon, le lendemain, certains étudiants, ou même tout de suite, avaient capté. Si l'esprit est malade, avec quoi tu le guéris ? Pas avec ton esprit qui est malade. Bien sûr. C'est-à-dire, si tu crées un problème, tu ne peux pas le résoudre puisque tu l'as créé. Donc il y a autre chose. C'est pas toi-même, c'est pas l'esprit qui peut résoudre une maladie de lui-même. Et alors là, tu veux que les réponses viennent de moi-même ou tu vas me la dire ? Ah bah toi, tu l'as trouvé, j'en suis assuré. Si l'esprit est malade, avec quoi tu le guéris ? Vas-y. Avec le corps. Bah oui. C'est moi qui pose la question ici. Enfin, c'est un exemple. Mais ces exemples de Paracelse, ensuite, quand tu es sur une voie de recherche des textes hermétiques, c'est intéressant. Si l'esprit est malade, à quoi tu le guéris avec le corps ? À un moment donné, il faut arrêter de donner de l'importance à ce que tu penses, à ce que tu crois, à ce que tu sais, à ce que tu ressens. Ouais. Parce que ce que tu sais, ce que tu penses, ce que tu ressens, ça n'est pas toi. Toi, c'est esprit et corps. Certains mettent l'âme encore en plus. Mais c'est au moins ces deux éléments qui interagissent sans arrêt. C'est la correspondance ciel-terre, tu vois ? Ouais. Si l'esprit est malade, à quoi le guérit-on ? Avec le corps. Et donc tout ça, c'est des voies que bien sûr qui sont explorées. Mais il a été tellement décrié et par les médecins, et ensuite l'alchimie a été décriée par les chimistes, les hyperchimistes, ce qui fait que on est à peine en train de redécouvrir la richesse de l'alchimie. Grâce, entre autres, à Cancellier, qui a édité les textes de Fulcanelli, et puis surtout, enfin, comme tu lis beaucoup, tu vas tomber dessus, et il y a surtout un texte qui a été catalyseur de l'œuvre de Fulcanelli, enfin Cancellier, c'était Le Matin des magiciens. Le Matin des magiciens a été vendu à des milliers, des centaines de milliers d'exemplaires, et soudain, l'alchimie est réapparue. Comme autre chose que ce que les hyperchimistes ou les chimistes avaient démonté. Les années 60. Oui. Et alors toi, tu es beaucoup plus jeune, mais qu'est-ce qui est intéressant aujourd'hui dans l'alchimie et qu'est-ce qui fait que l'alchimie est toujours vivante ? C'est pas qu'il y a des choses qui la rendent vivante. Elle est toujours vivante. Et tu l'enlèves d'un côté, elle réapparaît de l'autre. Tu as, dans notre génération, il y a eu, ça n'a jamais été appelé alchimie, mais dedans, tu as toute la génération, la dernière, Harry Potter. Tu me l'as dit toi-même, Nicolas Flamel. J'en fais partie de cette génération. Harry Potter, c'est pas un traité d'alchimie. Oui. Mais l'écrivain qui a écrit tout ça a puisé dans tous les textes symboliques, etc., mythologiques, pour faire cette histoire. Oui, c'est intéressant parce que dans cette saga, tous les grands symboles ont été décrits. Donc, toute une génération a grandi en ayant ces symboles. Et notamment même Nicolas Flamel est mentionné. Bien sûr, Pierre Philosophale, tout ça. Donc, c'est pas un traité alchimique, bien sûr. Mais il y a quantité de symboles actualisés qui sont très beaux. Bon, je me souviens plus parce que c'était il y a très longtemps et je suis pas forcément un fan, mais je les ai tous vus avec mes enfants. Et ce qui m'avait impressionné, c'était le départ sur le quai.
où est le quai pour aller à l'école des magiciens, des sorciers. Et bien c'était entre deux quais. Ouais. Et ça m'avait marqué parce que le monde de l'alchimie, c'est pas un autre monde. Il est entre deux mondes. Et là, on retrouve toute la science d'Hermès. Hermès, l'ange, le voyageur entre les mondes. Toute l'alchimie se fait entre les deux mondes, d'où l'importance du mercure. L'alchimie, l'opération, elle ne se fait pas que sur la matière, et pas que via l'esprit de l'alchimiste. Ça se fait entre les deux. Entre terre et ciel, entre matière et esprit, entre alchimiste et son œuvre. Mais tu as aussi, avant la partie Harry Potter, il y a d'autres symboles plein. Ouais. Tu as le Seigneur des Anneaux, Bien sûr. avec la quantité de choses. Et alors là, tout à l'heure, tu me parlais de celtisme, de druidisme. Alors là, on voit, surtout dans les livres, hein, plus que Ouais. là, tu vois... On en parlera. On en parlera après. Après, d'accord. T'as évoqué d'autres noms d'alchimistes qui me semblent intéressants de moins introduire. Par exemple, ce fameux Fulcanelli. Alors, Fulcanelli, j'en entends beaucoup parler et je suis tombé encore sur quelqu'un qui est un ami qui a trouvé qui est Fulcanelli. Bravo. Et donc j'ai vu beaucoup d'auteurs qui ont en tout cas proposé quelle est l'identité véritable de ce fameux Fulcanelli, qui est un fameux alchimiste du XXe siècle, dont Eugène Cancelier était le disciple. Alors, ce Fulcanelli, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus ? Alors, la première chose que je peux dire, c'est que je ne suis pas un référent quant à la recherche historique de Fulcanelli, mais je peux te dire que j'ai bien sûr lu, comme tous les alchimistes ou ceux qui s'intéressent à l'alchimie de mon âge et puis des successeurs, ce qu'on appelle Fulcanelli et l'œuvre de Cancelier est incontournable. C'est une mine, c'est une richesse incroyable. Mais tu me demandes non pas les livres, mais Fulcanelli. Oui. Fulcanelli. Je vais te dire ce que j'en pense. Et ça ne vaudra que ce que j'en pense. D'accord. On peut lire l'œuvre de Fulcanelli sans se poser la question qui il était. Et ça me plaît. Mais tu peux aussi te perdre et chercher à savoir qui c'est. Sachant qu'en alchimie, tu ne te perds jamais. Tu vas simplement un autre chemin. J'ai l'impression que tu es plutôt tout le temps perdu. On sait. Mais ce n'est pas une erreur. D'accord. Certains voudraient te faire croire que c'est une erreur, c'est de l'errance. Oui. C'est différent. Et ce n'est pas toi qui es perdu, mais quelque chose que tu pensais détenir qui perd sa force ou sa vérité. Donc, normalement, même un texte alchimiste dont tu connais tout te mène à la perte de ce que tu croyais savoir. Donc, ça sent le vécu. oui. Fulcanelli, non, pour moi, bah, écoute, tu lis ce qui est écrit. Moi, je pense que son œuvre est plus importante que le nom ou que la personne qui est derrière. Fulcanelli, dans la langue des oiseaux, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais tu sens qu'il y a dedans et le feu et Vulcain. Vulcain, le soleil final, le soleil obscur, ou le soleil central, le soleil qui transforme les métaux, et Fulcanelli, et tu as Élie, le soleil. Ouais. Donc c'est un nom alchimique. Est-ce que cette personne a existé ? Plus important serait de dire, est-ce qu'il est vivant ? Il est censé être né, je crois, au 19e siècle. S'il a existé et qu'il a fait l'œuvre, il est vivant. Ah oui. Il est vivant. Mais la question se pose, qu'est-ce que veut dire être vivant pour un alchimiste ? Qu'est-ce que ça veut dire être vivant pour un alchimiste ? Et quel est son corps ? Si derrière lui, derrière Fulcanelli, derrière le nom, il y avait plusieurs personnes, alors tu trouveras, puisque tu cherches, tu trouveras Champagne, Pujol, Eiffel, Chevalier de Lubis, enfin je ne sais pas si je parle assez fort, mais bon, tu en trouves plein. Supposons que ce soit un collectif, et Cancelier qui avait la charge de récolter tout ça, parce que derrière un collectif d'alchimistes, c'est connu, derrière un collectif d'initiés, il y en a souvent un qui prend sur lui la tâche de rester en arrière et de laisser un témoignage, pendant que les autres partent, puis lui il reste, puis il les rejoint après. Donc ça pouvait être un collectif,
Mais ce collectif, la question se pose, qui alimentait leur travail? Ben oui. Et ça pouvait très bien, à nouveau, être quelqu'un qui s'appelle Fulcanelli. Bien qu'il ait alimenté un collectif, puisqu'il y avait des disciples. Et après, tu te poses la question, ce Fulcanelli, est-ce que c'était un alchimiste qui cherchait la pierre, ou est-ce que c'était un alchimiste qui avait réalisé la pierre? S'il avait réalisé la pierre, il était vivant. S'il était vivant dans quel corps? Dans la religion chrétienne, on parle du corps de gloire. Dans l'église de ce petit village en Bretagne, très Orantoc, on voit qui se présente aux apôtres sous forme de Graal. Et qu'est-ce que c'est que le Graal? Quelque part, c'est la pierre. C'est ce qui reçoit une sagesse, une force, un pouvoir. Ouais. Donc Fulcanelli, pour moi, 2 messages que je te donnerai. 1, tu peux lire son œuvre sans savoir, ni avoir besoin de savoir qui c'est. Si tu cherches qui est Fulcanelli, ça n'est rien d'autre que si tu cherches qu'est-ce que le mercure des sages, qu'est-ce que le sel vert, le lion noir, ça alimente ta recherche. C'est un élément de la recherche. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a écrit 2 ouvrages, enfin, les demeures philosophales. Les demeures philosophales, c'est extrêmement riche. Et dans les mystères des cathédrales et les demeures philosophales, il décrit la voie sèche principalement, mais surtout, vu l'érudition, tout ce que tu peux trouver en alchimie. Mais rien que le titre, dans la langue des oiseaux, te donne une clé. Parce que souvent, on pense que l'alchimie, ça commence par l'œuvre noire, et il y a une putréfaction, il y a une mort. Et depuis toute la transposition de tout l'aspect alchimique qu'a laissé Carl Gustav Jung, tout le monde a bien compris qu'il y a un aspect de l'alchimie qui est de rentrer dans ses profondeurs et de faire mourir une partie du vécu qui était refoulé dans l'inconscient, faire jaillir les forces de l'inconscient. Mais les demeures philosophales ne te disent pas une mort. Ils disent 2 morts. 2 morts. 2. Alors, est-ce que ce sont 2 successives ou 2 parallèles? Si ce sont 2 en parallèle, ça veut dire que l'alchimiste qui a trouvé sa matière, son vase, son feu et qui travaille, va mourir. Sa matière, bien sûr, va mourir, puisque ça, c'est un jargon technique de la transformation. Pour renaître, les 2 meurent. Mais tu peux aussi avoir que celui qui commence le travail va mourir, et que celui qui trouve, donc, n'est pas celui qui a commencé. Et qu'entre les 2, puisque c'est la philosophie d'Hermès, entre les 2, il y a un intermédiaire. Cet intermédiaire qui est dans le monde de Mercure, dans le monde de l'alchimie, c'est cet intermédiaire, avec les aigles qui montent et qui descendent, et les oiseaux et tout, dans ce monde hermétique, où l'information passe du ciel sur terre, passe de l'esprit dans le corps, celui-ci aussi meurt. Pour que ne reste à la fin plus que la quintessence, qui est un autre aspect aussi, des éléments qu'il faut rajouter pour obtenir la pierre. Et lorsque tu te poses la question, est-ce que ce sont 2 morts parallèles, 2 morts successives, ou encore d'autres morts, ce sont bien sûr tout ensemble. Tout dépendra de la voie que tu veux faire. Mais ça fait curieusement penser à Saint Jean de la Croix. Il y a la nuit des sens, et il y a la nuit de l'esprit, ou la nuit de l'âme. Donc il y a quelque chose d'intermédiaire qui meurt aussi. Donc Fulcanelli, je ne sais pas. Mais je dis, c'est pas forcément important de savoir qui c'est, si ce n'est que la recherche est intéressante. Pour le travail, pas forcément, mais ceux qui font ce travail en tirent assurément quelque chose pour leur œuvre. Et j'ai parlé de lui, Paracels et Fulcanelli. Paracels, Fulcanelli, ouais. Il y en a d'autres. Y a Nicolas Flamel, bien sûr, à Paris, puis Harry Potter, Basile Valentin, l'abbé Trithème. Mais bon, là, tu le retrouves dans Paracels, et il y en a plein. Puis tu as les alchimistes actuels qu'il faut consulter. Très bon. Oui. Très, très bon. Alors, on a en tête quelques formules quand on nous parle d'alchimie. On a, par exemple, solve et coagula, qui est dissous et coagule, je crois. Et on a une autre qui sonne un peu pareil, qui est ora et labora. Et on retrouve ça vraiment partout. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça? Oui, c'est important.
solver et coagula, Mhm. ce sont des formules qui sont intéressantes, utilisées dans les livres d'alchimie. Solver, rendre en solution, dissoudre, et coagula, le recoaguler. Et donc, prenons un moment là-dessus. Solver et coagula. Donc, les alchimistes qui opèrent vont faire cette opération. Ils vont dissoudre des matières, faire des triturations, faire des solutions, ensuite évaporer, ça va se recondenser en cristaux, ça va redissoudre les cristaux, etc. Donc, ce sont des phénomènes. Et ce qui est important, à mon sens, dans l'alchimie, le solver et coagula, c'est qu'est-ce qui se coagule et qu'est-ce qui se dissout. Mhm. Et on cherche là-dessus. Il ne faut pas oublier le dissolvant. Et ça, c'est un élément important. Et je reviens à Paracels. Paracels avait décrit que la matière a ses différents composants, hein, comme tous les alchimistes, les 3 principes, soufre, sel, mercure, l'eau, le feu, la terre. La terre. Feu, air, terre. Et l'air, voilà. Et l'air. Voilà. Mais le tout baigne dans une autre substance, Ouais. qui, chez certains, est appelé le grand dissolvant universel. Certains disent que c'est la matière que tu rajoutes, d'autres disent que c'est le mercure, etc. Mais ce qui est intéressant dans l'alchimie, ce sont des aspects répétitifs. Hein. Lis, relis, etc. Eh etc. oui. Au début, je pensais que c'était lire. Bah, on peut croire, Mais c'est c'est lié. légué. Ah ouais. C'est lié. Lié, ouais. Lis, relis. Hein. Voilà. Et puis des lits et relis, et des lits et relis, et des lits. Donc tu as un aspect du solver et coagula, solver et coagula. D'accord. Et la première intuition qu'a presque tout le monde, mais que j'avais, enfin d'autres en ont d'autres, hein, c'est que c'était une transposition de ora et labora. Hein, donc prier et travailler. Ou prière et labeur. Mhm, mhm. Donc, il y a la partie travailler. Tu travailles. Tu travailles de jour, sous le soleil, avec la matière que tu as, et tu travailles et tu es dans ton laboratoire. Et tu travailles à l'œuvre. Parce que toi, tu travailles, mais la nature travaille en même temps que toi. Mm. Et ensuite, tu laisses faire. Tu pries pour que ça marche. Non, mais... non, et tu laisses faire, tu vois, donc les choses se coagulent ou se dissolvent selon la phase dans laquelle tu es. Mais la nuit ou dans ta phase de méditation, tu arrêtes le labeur et tu te recueilles et tu pries. Au sens, laisse-moi terminer, au sens qu'il y a une phase active dans la matière, sous le soleil, dans ton travail, dans tes mains, et une phase plus réceptive en toi, où les choses se reposent, évoluent, et toi tu pries. Mais c'est aussi l'inverse. Ta prière est à son tour active, pendant que la matière travaille. Et pour faire un tout petit peu le langage des oiseaux, un tout petit peu, dans aura et dans labora, il y a or. Ah oui, oui. Et tout à l'heure, je disais, c'est la voix qui m'inspire, pour faire de l'or, il faut de l'or. Donc dans ton travail et dans ton métal que tu veux transformer, il y a déjà de l'or. Le tout, c'est de le faire apparaître, pour qu'ensuite il contamine tous les autres, qui le contiennent aussi. Mais dans ta prière, il faut qu'il y ait de l'or. Dans aura et labora. Et ta prière, tu le fais dans l'oratoire. Ton travail, tu le fais dans le laboratoire. Mais ton oratoire est contenu dans le laboratoire. Il n'y a pas de séparation en alchimie. Dans la phase prière, curieusement, dans la phase prière, les choses sont coagulées, au sens elles ne font qu'un, ou dissoutes. Elles sont dans le tout. Mais le langage hermétique, qui n'est pas analogique, hein, qui est plus poétique, comme tu disais, eh bien, ce sont des fonctionnements. Et encore une fois, je me répète, est-ce que toute la sagesse se condense dans la phase coagulation, ou l'or, comme tu veux, ou est-ce qu'elle se prépare dans la phase dissolution? Quand c'est la phase dissolution, on retourne dans les astres, et dans l'astre, il y a l'intégralité des possibilités et de l'information. Et du tout, puisque tout est sous les astres.
Mais dans la matérialisation, tout se projette dans la matérialisation. Il y a tout aussi. Donc solver et coagula. C'est la respiration de l'univers. C'est la respiration de l'univers en toi et dans la pierre et dans ton travail. Voilà ce que je dirais. Je vais te dire que ça ressemble beaucoup à un travail de jardinier. Oui, bien sûr. Où tu as ta plante et tu arroses toi. Et ensuite tu pars, mais c'est la plante qui fait le reste. Qui pousse. Oh oui. Oh oui. Ça ressemble à ça. Ah oui, oui, j'avais quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, qui m'avait dit cette phrase Don't forget to water the tree. Eh oui. N'oublie pas d'arroser l'arbre. Arroser l'arbre. Mais c'est pas toi qui fais les pommes. C'est sûr. C'est pas toi qui fais les Mais pommes. tu rends possible quand même. Tu rampes aussi. C'est pas toi qui fais les pommes. Mais si tu oublies d'arroser l'arbre, Mais oui. il n'en fera pas. Il n'en fera pas. Il n'en fera pas. Donc tu participes. Mais ton rôle n'est pas qu'arroseur. D'accord. Certains voudraient te limiter à ça. Mais c'est important. Ton rôle n'est pas qu'arroseur et quelqu'un qui prie, qui attend les pommes. Oui. Ton rôle, c'est aussi être arbre, être fruit, Oui, être ciel, être terre. D'accord. Mais effectivement, c'est important. C'est dans la partie humilité. Dans la partie humilité, tu participes à la nature et la nature t'invite à participer à ses mystères et à sa manifestation. Mais il ne faut jamais penser que ça se fait en dehors de toi. D'accord. Tu as évoqué le langage des oiseaux, la langue des oiseaux. Oui, la langue des oiseaux, c'est quelque chose d'incontournable. Il y a des personnes qui la manient extrêmement bien, oui. et avec un effet sur le cerveau extrêmement positif qui fait que tes neurones te connectent forcément à un autre langage. Et la langue des oiseaux également a plusieurs aspects. Donc tout à l'heure on en a cité un, les demeures, oui, philosophales. C'est ça. Tu peux en faire plein des langues des oiseaux. Et la langue des oiseaux a plusieurs niveaux. Donc tu as par exemple tout à l'heure quand on a dit pour faire de l'or il faut de l'or. Dans aura et labora il y a de l'or. Dans le laboratoire et dans ton oraison, pour dire prière, il y a de l'or. Donc si tu veux faire de la prière, de la pierre, c'est presque pareil. C'est une anagramme. C'est une langue des oiseaux. Ouais. Prière et pierre. Ouais. C'en est une. Tu vois, le lapsus, là, tu vois. Alors, intéressant. Ce lapsus, c'est la langue des oiseaux, entre pierre et prière. Ouais. D'accord ? Mais c'est un autre niveau de la langue des oiseaux. Ouais. C'est un autre niveau de la langue des oiseaux. L'oiseau représente l'esprit. Et quand tu parles, ça n'est pas que toi qui parles. Surtout quand tu parles d'alchimie. Quand tu parles d'alchimie, il y a un oiseau qui parle en même temps que toi. Et qui te piaille des trucs. Mais l'oiseau, ça chante, ça parle pas. L'oiseau, ça chante, exactement, ça ne parle pas, c'est la langue des oiseaux. Et puis, pour la comprendre, tu vas faire un stage, tu vas faire la conférence des oiseaux. Tu vas faire la conférence des oiseaux. Et la langue des oiseaux est très très importante parce que, bon, il y a différents aspects. Autrefois, les langues, l'expression des sons étaient en communication plus directe qu'aujourd'hui avec la création. Donc une prière, c'était pas juste une intention ou une attente ou un remerciement. Une prière, c'était de la création, par le son. Donc la langue des oiseaux, c'est très lié au son. Ouais. Prenons un exemple de langue des oiseaux, il y en a plein, il y en a qui en ont toutes les 2 minutes à la bouche. Prenons un aspect de l'œuvre, l'œuvre noire. L'œuvre noire est représentée dans certains symboles par un corbeau. Oui. Langage des oiseaux de base, corbeau, c'est un beau corps. Oui. Donc tu commences avec ta matière vile et tu fais l'œuvre noire. Mais l'œuvre noire est représentée par un corbeau. C'est-à-dire que dès le début, dans la langue des oiseaux, l'esprit, bien qu'il n'ait pas encore exprimé de façon manifeste, le beau corps est déjà là. Ouais. Et après, tu peux aller plus loin dans la langue des oiseaux, à un autre niveau. Donc ça, c'est le niveau phonétique. Mais il y a aussi un niveau qui se fait au niveau du cerveau et des images. Tu peux prendre le corbeau et le beau corps. Mais curieusement, il semblerait, le beau corps, ça te fait penser à Apollon. Eh bien, certaines représentations d'Apollon sont associées à un aigle et souvent à un corbeau. Tu vois, donc tu as un deuxième niveau comme ça, où l'esprit, où l'harmonie globale à travers les siècles et les symboles sont là. Et je vais aller une phase encore plus loin, qui n'est plus alchimique, mais qui est un petit clin d'œil, puisqu'on en parle.
lorsqu'on adorait ou lorsqu'on faisait un service ou un temple à Apollon, associé au corbeau, peut-être que ça existait déjà avant qu'on associe Apollon au corbeau. Donc on n'a pas forcément attendu Apollon pour savoir ce qu'est le corbeau. Ouais. Notamment dans les images classiques des vieux magiciens avec leurs corbeaux ou des sorcières avec leurs chats. Et le corbeau représente quelque chose qui, par la langue des oiseaux, est passé comme ça. Apollon, le beau corps, le corbeau, l'œuvre noire, etc. etc. Ouais. Ça me fait penser à une anecdote sur Mozart qui maîtrisait bien le français et qui, dans ses lettres, faisait plein de boutades de ce genre. Et on ne comprenait pas. Par exemple, il mettait un G, mais horizontal. Et il y a marqué « avec elle ». Et c'est juste « j'ai couché avec elle ». Excellent. Et il y en a plein comme ça. Oui, bah, c'est la langue des oiseaux, c'est-à-dire que tu fais dire quelque chose au son ou au signe, qui est très beau. Je te donne un autre clin d'œil. La langue des oiseaux est importante parce que ça permet de faire fonctionner le cerveau, et ceux qui la manient bien, et beaucoup d'alchimistes la manient très bien, ont pris le réflexe de la glisser sans arrêt. Une petite boutade, puisque tu veux. Allez. On a parlé de l'œuvre noire, on veut parler de l'œuvre blanc. Si tu vois un bel oiseau blanc sur un lac, c'est un signe. mais alors, non, ce que je voudrais dire, la langue des oiseaux, c'est comme les formules d'alchimie, on peut s'amuser avec. Ouais. Et d'ailleurs, c'est très plaisant parce que ça fait arrêter un peu le cerveau analytique. Ouais. Donc déjà, rien que ça, c'est bien. Ensuite, ça permet de faire passer des messages, des clins d'œil. Mais aussi, ce qui est intéressant, il y a un autre niveau de la langue des oiseaux, c'est que c'est vraiment l'esprit qui parle. Par exemple, nous deux, on parle là. Donc on parle avec des mots. Il y a des choses qui surgissent dans la conversation qu'on n'avait pas du tout prévues. Moi, j'avais pensé à des choses que je voulais dire, qui sont laissées de côté. Mais il y a aussi autre chose qui parle entre nous. C'est l'esprit. Tu vois, comme dans le Faust, ou comme dans l'entretien avant le passage sur Job, ou d'autres entretiens classiques, les esprits se parlent. Et eux se comprennent. Et en même temps qu'ils parlent, ils regardent. Ils disent, tu crois que mon serviteur, il est en train de comprendre ton serviteur? Et les esprits se disent, je sais pas, on va essayer de leur envoyer un petit clin d'œil. Et puis il y a des choses qui passent dans le langage qu'on ne comprend même pas. Et ça, c'est très important, le langage des oiseaux, surtout en alchimie. Revenons à l'alchimie. Oui. Non, mais on y était toujours. Mais revenons à l'alchimie et la langue des oiseaux. Lorsque tu es sur un chemin comme ça, alchimique, et que tu œuvres, que ce soit sur tes plantes, ton minéral, ou dans ta vie, ou sur ta psyché, ce que tu as choisi de mettre dans ton vase, dans le vase que tu as choisi, eh bien, il apparaît le reflet de ton intention réelle. Puisque pour faire de l'or, il faut de l'or. Ton intention profonde, qui est teintée d'or, elle, va se manifester dans tes actes et dans ton monde. Et dans ton monde, dans les deux. Donc l'intention réelle arrive toujours à manifestation. Ton esprit connaît ton intention réelle puisqu'elle l'est pratiquement. Toi, tu ne la connais pas forcément. Si nous deux on discute, ils se comprennent. Nous, pas forcément. Ou si on se comprend sur un autre plan. Parce que chacun vit dans son plan. Et la langue des oiseaux a quelque chose aussi, pour moi. C'est pas seulement de jouer avec les verbes et les inversions et de créer des sonorités qui vont éveiller d'autres idées, puis des souvenirs conscients, inconscients, voire disponibles ailleurs. C'est aussi que l'esprit se communique dans ton langage, et parfois tu dis des choses qui enseignent l'autre, qui t'enseignent toi, qui te révèlent des choses ou qui créent des choses. C'est important ça. Et on revient tout à l'heure sur le aura et labora. Lorsque ta prière correspond exactement à ton œuvre, eh bien tu as trouvé le début de l'or et tu as trouvé la fin. Pour faire de l'or, il faut de l'or. Et quand tu l'as trouvé, tu l'as trouvé. Mais je l'ai déjà. D'accord. Projette-le. Voilà. Je vois. Après, qu'est-ce qui manque? Par exemple, tu dis ça.
Hein, et c'est bien de le dire. Je l'ai déjà, d'accord, qu'est-ce qui manque? Et ben, après tu dis, ben, je veux savoir si c'est vrai, si je l'ai. Donc on rentre dans la science d'Hermès. D'accord. La science d'Hermès va montrer si tu l'as. Mais la science d'Hermès, c'est quoi? La science des liens. Est-ce que tu es en contact avec ton or? Mais voilà. Est-ce que ton or est en contact avec toi? Il faut les deux. Tu vois, si on parle d'or comme ça. Et le travail, quel que soit le travail, permet d'affiner cette relation. Cette relation. Aura et labora, à nouveau. Et est-ce qu'un truc de Paracelse qui serait intéressant là-dessus? Oui, je peux continuer, puisque tu parlais de formule, aura, labora. Il y a autre chose aussi pour tes auditeurs qui découvrent l'alchimie, ou pour les autres qui connaissent tout ça, c'est séparer le pur de l'impur. Eh oui. Ça, c'est quelque chose d'important. Et comme dans toute recette alchimique, il y a un piège. Ah, Dans toute recette alchimique, il y a un fallait le piège. dire. Pas un piège qui va te conduire en erreur, un piège qui va te conduire en errance. D'accord. Parce que ton chemin n'a jamais été pris. Donc ce n'est pas en suivant des chemins battus que tu vas trouver ton chemin. Donc l'alchimie va te conduire en errance. Et là, tu trouveras ta matière et ton chemin, et ta façon d'opérer, et ton vase, et ce que tu décideras de faire. Mais revenons sur séparer le pur de l'impur. Si tu lis Cancellier et Fulcanelli, il te donne une précision très intéressante. Il ne s'agit pas de séparer le pur de l'impur. Tu peux essayer, ça crée un enseignement. Et je te dirai tout à l'heure ce que ça crée chez moi. Il s'agit, dit Cancellier, de séparer l'impur du plus pur. Avec toute la distinction et la finesse d'esprit de Cancellier, dans son calme et sa connaissance qu'il a héritée de ce cénacle qui s'appelle Fulcanelli ou Tulcanelli. Et son intonation que j'adore aussi. Ouais. Alors, quel est le piège de séparer le pur de l'impur? Quand tu veux séparer le pur de l'impur, tu es dans un jugement de valeur de ce qui est pur ou impur. Donc tu n'es pas dans le tout, parce que tu considérais que l'impur n'est pas propre à l'œuvre. Or, à l'œuvre, tout est apport. À l'œuvre, tout est apport. Mais qu'est-ce que veut dire séparer l'impur du plus pur? C'est un autre niveau qui est intéressant, mais qui incite à créer une séparation, non pas de valeurs de pur et impur, de bien et de mal, de nuit et de jour. On en avait parlé, je crois. Ça, c'est un élément intéressant quand je disais, ça t'induit, non pas en erreur, mais en errance. Parce qu'une fois que tu ne sais plus qu'est-ce qui est pur ou impur, bah, tu es dans l'errance. Et tu te poses des questions sur toi. Et le plus pur. Donc ça, c'est un aspect intéressant dans l'alchimie qui te pousse à chercher. Et encore une fois, mon maître, Paracelse. Mon maître Paracelse. Ne crois rien que tu n'aies prouvé par toi-même. Sur ce point-là, il y a des observations qui reviennent souvent chez les internautes. Il y a quelque chose d'initiatique là-dedans. Alors, l'initiation, l'alchimie. Oui. Alors, je te l'ai présenté effectivement comme une initiation parce que c'est ce que je pense. Alors, pour moi, la pensée alchimique et transposer la pensée alchimique dans ta vie, pour moi, est une initiation. Donc l'alchimie, pratiquer l'alchimie, être opératif en alchimie, en spagyrie pour soigner, ou dans différentes formes d'alchimie pour soigner, ou œuvrer, pour moi c'est une voie initiatique. C'est une voie initiatique. Alors tu vas me dire c'est quoi une voie initiatique? Quelles sont les initiations? Et qu'est-ce que l'initiation et qu'est-ce que ces critères? Utilisons la langue des oiseaux. L'initiation, c'est retourner à l'initial. Mais c'est aussi être initiateur de choses. Si tu retournes à ton aspect initial, tu retrouves ce qui est au début de l'expression de ton être et de ta vie. Donc tu peux apporter ça. Mais l'initiation, c'est pas... L'initiation, pour moi, dans la pensée de Paracelse, c'est accéder à une connaissance. Accéder à une connaissance qui n'est pas « crois-moi et suis-moi ». Tu peux faire « crois-moi et suis-moi » si ça devient ton expérience. Mais si ça devient ton expérience, c'est plus que tu crois l'autre. C'est ton expérience qui, curieusement, correspond à celle de l'autre. Donc, c'est accéder à une connaissance. L'alchimie, tu as différentes formes de connaissances. Les livres, les anciens, si tu travailles dans un groupe, la connaissance des autres. Si tu travailles avec un groupe ou tout seul, la connaissance, quand tu te lis,
à tout le champ de la mémoire alchimique qui existe. Et c'est une connaissance, à ma façon, qui est transmise dans ton lien avec la vie, avec la matière et dans le monde. Donc c'est une connaissance. C'est une connaissance qui libère de tes croyances, qui libère de ton sentiment de ne pas comprendre ce que disent les textes, qui libère de quelque chose de très important, qui libère des croyances des autres, et important, qui libère de tes propres croyances ou non-croyances. Et sur le chemin alchimique, et c'est un partage que je vais te faire, c'est à certains moments, tu ne sais pas comment avancer. Et donc, tu œuvres et tu regardes ce qui se passe. Souvent, c'est ça la solution. Mais tu peux aussi te dire, qu'est-ce que je dois croire ? Est-ce que ce que je crois est bon pour le travail, juste pour le travail ? Ou est-ce que ça ne l'est pas ? Est-ce que ce que me dit un autre est bon pour moi ou pas bon, etc. Et moi, j'ai découvert la chose suivante, parce que je me suis posé la question, comment puis-je avancer, non pas en croyant ou en ne croyant pas, comment puis-je avancer sans avoir besoin de savoir si ce que dit un autre est vrai ou pas ? Sans t'en fiche pour autant. Et après, tu l'appliques à toi-même. Comment est-ce que je peux avancer sans avoir la certitude de savoir si ce que j'ai tient de la vérité ou pas, de la croyance ou pas de la croyance. Et là, tu crées quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que tu es libre de quelque chose qui te retient, qui sont les croyances. Ça n'empêche pas que tu peux croire en des choses, mais une fois que tu es libre, tu crois dans ce que tu veux. Tu dissous tes croyances. Tu dissous tes croyances. Certains les vendent pour dissoudre. Mais tu dissous. C'est vrai, ça. Tu dissous. Et du coup, la transmission, et tu comprends là le secret, la transmission de la méthode alchimique, là, n'est en aucun cas une transmission de croyances. Si tu trouves quelqu'un qui veut te vendre ses croyances, prends-les si tu veux. Mais elles t'amèneront où ? À ce à quoi lui il croit. Donc, le chemin alchimique, c'est une connaissance qui te libère. Et la troisième chose qu'on oublie, ou qu'on n'oublie pas, mais qui est rarement annoncée, c'est quelque chose qui nourrit. L'alchimie nourrit. Et tout ça, c'est dans le symbolisme de la pierre. Tu liras les textes, à un moment donné, beaucoup vont te dire, il s'agit de nourrir. Nourrir l'œuvre, nourrir la matière, nourrir... C'est le signe qui se pique lui-même pour nourrir les petits. petits. C'est un aspect de la nourriture. D'accord. C'est un aspect de la nourriture qui est plus proche du sacrifice. Plus christique. Oui, tu fais appel au pélican, qu'il ne faut jamais dissocier du phénix par ailleurs. Mais je termine là-dessus, sur l'initiation, je reviens sur ce beau symbole du pélican. Une connaissance qui libère et qui nourrit. Et qui nourrit l'œuvre, qui nourrit la matière, qui te nourrit toi, qui crée cette condensation. Et si tu lis les textes un peu hermétiques, cette fois-ci, pour le coup, hermétiques, une connaissance qui libère et qui nourrit, ça avait un nom dans les écrits grecs. Ça s'appelait gnosis. Donc pour moi, l'alchimie est une gnose au sens d'une connaissance qui nourrit, qui libère et qui nourrit. Une gnose n'est pas une connaissance. Une gnose n'est pas une connaissance qui libère, comme on a attaqué les hérétiques. Une gnose est une connaissance qui libère et qui nourrit. Pour moi, l'alchimie est une gnose. Une initiation, un mode initiatique. Et voilà ce que je répondrai à ta question. Ouais, alors pour toi, Jean-Claude, l'alchimie est une gnose. Et en lisant les textes alchimiques, d'abord, faudra peut-être que tu recreuses un peu sur la question de séparer l'impur du plus pur. Et justement, en fait, en lisant les textes, des textes alchimiques, j'ai fait une analogie en fait avec l'esprit des gnostiques. J'ai cru comprendre que certains gnostiques voyaient le monde comme quelque chose de corrompu par un dieu malfaisant. Et en lisant les textes alchimiques, je me suis dit que c'est ça qu'ils voulaient parfaire, rendre parfait les alchimistes. Le monde est perfectible parce qu'à la base, il n'est pas forcément pur. Et en fait, dans le texte alchimique qui m'a fait tiquer, ça parlait de se mettre, c'est pas dit comme ça, mais c'était presque ça, se mettre presque à la place du créateur. C'est-à-dire, comme le monde est impur, il faut revenir à l'origine
de la création pour soi-même. Comme si on recréait le monde nous-mêmes. C'était très frappant dans le texte. Et je me suis dit qu'il y a un esprit gnostique, mais qui dit carrément qu'on peut parfaire le monde. Pierre, tu viens de résumer l'alchimie. Ah d'accord, ok. Tu viens de résumer l'alchimie, et ce qui me réjouit, c'est que tu aies parlé plutôt d'un texte gnostique que d'un texte hermétique. Oui. Et c'est une grande question que se posent les spécialistes par rapport au corpus hermeticum, c'est de trouver dedans des textes gnostiques de temps en temps. Je vais revenir sur ce point que tu décris et qui est très très beau. Et je vais utiliser la langue des oiseaux juste un petit moment, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, sans l'expliquer. Tu as parlé de créateur, et tu as parlé, et c'est tout à fait dans la fibre de Paracelse, c'est de l'hermétisme, ce que tu décris. Quoi qu'il y a une teinte de gnosticisme au sens de l'impureté du monde. Je reviendrai là-dessus parce que c'est très, très pointu. L'alchimiste, en résumé, travaille à parfaire la nature. Les extraits que tu as lus, au passage, sont très bons. Parce qu'effectivement, tu as déjà bien distillé. Ou tu as lu un livre qui a distillé par avance. Mais en tout cas, l'alchimiste parfait le monde. N'oublie pas, demeure philosophale. Non. Mais bon, ça c'est pour ceux qui ont la langue des oiseaux. L'alchimiste participe à la perfection du monde. D'accord ? Et donc, retourne, je ne l'ai pas dit cette fois-ci, mais tu as compris dans tes lectures, retourne à l'origine du monde. Donc c'est une initiation, puisqu'il retourne à l'initial, et comme il veut faire de l'or, il retourne à l'initial, et au début, il y a au sens symbolique de l'or. Et ensuite, cet or se répand, et certains gnostiques disent que cet or, enfin ils ne le disent pas comme ça, mais c'est corrompu, et tu trouves une matière corrompue. Tu as d'ailleurs un gars qui explique ça très très bien, c'est Jacob Böhm. Jacob Böhm, qui est plutôt vu comme un mystique que comme un alchimiste, mais si tu veux comprendre l'alchimie, il faut lire Jacob Böhm, avec ce salnitaire corrompu. Et cette question est intéressante, et si tu veux, on peut développer là-dessus. Ça m'intéresse énormément. Oui. Alors, de la même façon, lorsqu'on dit hermétique, on ne parle pas seulement du corpus hermeticum, même si c'est passé dans le langage. Le corpus hermeticum, qui est un assemblage de textes qui contiennent une sagesse exprimée au moment où ils ont été transcrits, et qu'on appelle le corpus hermétique. Mais ce qui est contenu dans le corpus hermétique existait avant qu'il soit rassemblé. Et ce qui a été transmis jusqu'à ce que ça soit transcrit existait avant qu'il soit transmis, peut-être sous d'autres formes. Donc on peut dire que le contenu du corpus hermeticum est plus ancien qu'on ne croit. Enfin, qu'on croit, on ne croit pas, mais qui est plus ancien. Ouais. De la même façon, et donc de la même façon, lorsqu'un alchimiste dit hermétique, ça veut dire à la fois c'est fermé, au sens c'est secret, mais c'est à l'intérieur, et qu'il faut le faire jaillir. C'est aussi parce que les textes qui en parlent le mieux sont les textes hermétiques, mais souvent, mais il n'y a pas d'autre terme, l'hermétisme des hermétistes et des alchimistes est antérieur. Ouais. C'est antérieur. Et le corpus hermétique en est un témoignage. Et l'alchimie en est un autre, l'astrologie un autre encore, etc. Mais revenons à ta question de la nature corrompue. Et là, si tu lis les textes gnostiques, tous les textes gnostiques ne sont pas contenus dans le texte, bien sûr, ne sont pas dans le corpus hermeticum. Il y en a un grand nombre. Et il y a de très belles histoires dans le corpus hermeticum. Moi, il y en a un particulier que j'aime beaucoup, c'est le texte de la Chorékousmou, la création du monde, tel que Isis le raconte à son fils Horus, qui est très beau. Mais revenons sur ce point, parce que l'alchimiste fait ce travail. L'alchimiste fait solve coagula, il fait aussi séparation de l'impur du plus pur. Mais certains pensent qu'il fait la séparation du pur et de l'impur. Et là, il y a toute une clé de travail très intéressante. Quand tu fais une séparation de pur et d'impur, qui te dit ce qui est pur et qui te dit ce qui est impur ? Eh oui. Qui ? Ce n'est qu'un jugement de valeur. Peut-être, oui, ou une observation. L'hermétisme, il n'y a rien qui ne contribue pas à l'œuvre.
Donc si tu fais une séparation, soit, mais il faut savoir que si tu veux faire l'œuvre jusqu'au bout, tu réintègres. Certains auteurs disent que la troisième phase, rouge, ou la pierre, tu ne pourras la faire que si tu réintègres. Alors pourquoi ? Tu écartes une partie, dans l'œuvre au noir, tu écartes une partie. Tu as une œuvre, au sens symbolique, tu as une partie qui va te servir à faire l'œuvre au blanc. Cette œuvre au blanc va passer par différentes phases de blanc, de transmission, va acquérir de la sagesse, de la lumière, et va donner quelque chose qui ensuite, si on le suit de façon successive, on pourrait penser te prépare à l'œuvre rouge. Mais en fait, tu as six opérations ou plus. Quand tu commences l'œuvre au blanc, l'œuvre au noir passe à la phase blanc, alors que l'œuvre au blanc est en sa phase noire. D'accord. Oui. Quand l'œuvre au blanc a terminé sa phase au blanc, commence l'œuvre au rouge qui est dans sa phase noire, et l'œuvre au noir qui passe dans sa phase rouge. D'accord. Tandis que l'œuvre au blanc... C'est compliqué parce que tout est contenu dans tout, et tout se reproduit sans arrêt dans des cycles et des cercles. Donc les alchimistes, parfois, ils te parlent de l'œuvre au blanc, et tu penses que c'est l'œuvre au blanc qui suit la noire, alors que c'est l'œuvre au blanc de l'œuvre au rouge, ou la deuxième phase de l'œuvre au blanc qui passe au blanc, ou peut-être la noire du blanc. Mais j'arrête là parce que ça crée une confusion. Chaque œuvre contient la précédente, en elle. Oui, et la refait à une octave supérieure. C'est ça, d'accord. Revenons aux gnostiques. Tu as, dans les textes de Nag Hammadi, qui contiennent beaucoup de textes gnostiques, tu as beaucoup de mythes. Et il faut savoir que les gnostiques ont toujours été combattus par les religions établies, par la suite. Et encore très longtemps, dans le discours du pape, ou dans un des premiers discours de chaque nouveau pape, il n'oublie pas de rappeler, en public ou en privé, et n'oubliez pas, notre ennemi numéro 1 sont les gnostiques. Pourquoi c'est pas les athées, c'est les gnostiques. Non, les athées ce sont les gnostiques. Pourquoi les gnostiques ? J'utilise la phrase de Paracels, parce qu'ils ne croient rien qu'ils n'aient éprouvé par eux-mêmes. Et quand tu éprouves par toi-même la réalité, et qu'en plus tu commences à deviner que tu pourrais, comme Maître Eckhart devant les inquisiteurs, quand ils lui ont demandé quelle est votre relation par rapport à Dieu, parce qu'ils essayaient de le coincer, il répond quelque chose du type « J'étais avec Dieu au commencement, et sans moi, il ne créerait pas. » Eh oui, c'est terrible ça. C'est pas un alchimiste, mais ça rentre dans la veine de ce que tu as exprimé. J'étais avec Dieu dans le commencement, et sans moi, il ne créerait pas. Alors tout ça, il faut le voir dans l'expression d'un esprit extrêmement évolué. Bon, ils s'en ont profité pour le ferrer. Mais tu vois là la fibre du gnostique, la fibre de l'alchimiste. Le danger numéro 1 pour l'ordre établi, et l'alchimiste, et le gnostique, et l'hérétique. Pourquoi ? Parce qu'il va perturber l'ordre établi, et en ce sens, l'ordre établi a raison, il ne demande rien à personne qu'à rester établi. Mais l'alchimiste veut autre chose, le gnostique veut autre chose. Et dans la gnose, tu as, en gros, il faut demander aux spécialistes, mais il suffit de lire les textes. Oui. Un esprit bien travaillé lit les textes. Oui. J'aime deux aspects du texte gnostique. Et tu vas voir comment c'est important pour voir la différence entre séparer le pur de l'impur et séparer l'impur du plus pur. Tu as, je ne vais pas tout te développer, mais tu as le mythe de Sophia, dans l'Apocryphon de Jean. Dans l'Apocryphon de Jean, en résumé, tu as la Sophia, à un moment donné, qui est la plus grande sagesse, qui est un des anges du Père, qui a la toute sagesse, et qui se dit, comme j'ai la toute grande sagesse, je peux créer un être. Et pourquoi est-ce que je devrais toujours le créer avec ce qu'ils appellent le Père, qui est le Père de tout, qui travaille dans le plérôme, et elle se dit, je vais le créer tout seul. Et rien que l'idée de le penser, elle l'avait déjà créé. Et donc elle venait de créer quelque chose qui était en dehors de la volonté du Père, au sens du Père des gnostiques, qui n'avait donc pas sa place dans ce que les Grecs appelaient le plérôme. Donc la Sophia avait créé quelque chose en dehors du plérôme. Et voyant ce qu'elle a créé, je vais le faire en résumé, voyant ce qu'elle a créé, elle a voulu le cacher. Donc elle a entouré d'une nuée, et elle l'a jeté très loin, en dehors du plérôme, dans l'obscurité, en se disant on verra bien. Et dans l'obscurité, il y avait un être. Il y avait un être qui n'était rien, mais qui était créé par la sagesse, mais sans le consentement et qui était en dehors, dans lequel il n'y avait rien.
Et il était dans une torpeur profonde. Et dans cette torpeur profonde, il a regardé au-dessus de lui, il voyait une nuée lumineuse, et il pensait qu'il se venait de cette nuée. Il a utilisé cette nuée pour créer. Il a créé des mondes, il a créé des archontes, il a créé des éons, et il a dit à tout le monde, je suis le seul Dieu. Et petit à petit, tel que le racontent les gnostiques, il a créé un monde et s'est placé au sommet de ce monde, et il a dit à tout le monde, je suis l'unique Dieu. Et tous les êtres qu'il avait créés le regardaient et voyaient bien qu'il avait, lui, quelque chose de différent que les autres n'avaient pas, une lumière. Mais lui ne savait pas d'où venait cette lumière. Et au fur et à mesure qu'il créait des mondes, la Sophia, qui était restée dans le plérum, perdait de sa force, puisque cette nuée était une partie d'elle-même. Perdait de sa force, perdait de sa force, perdait de sa force. Elle allait de plus en plus au bord du plérum, puis à un moment donné, elle a basculé. Et elle est tombée dans les ténèbres, jusque dans le monde qu'a créé son fils, Yaldabaoth, et est rentrée là-dedans. Donc ça, là, tu as un mythe gnostique. En résumé, il y a différentes variantes. Mais tu as la création de quelque chose qui n'est en dehors du plan du Père, avec la Sophia qui descend. Et tu as un autre mythe qui, celui-là, fait un peu peur. Je ne te dirai pas là sur l'écran, mais on va en parler séparément. C'est le mythe de Sabaoth. Okay. Le mythe de Sabaoth, qui fait aussi partie des mythes gnostiques. Et ça, c'est... Alors, comment se passe la remontée ? Tu as la lumière qui est au sein des ténèbres. Et au sein des ténèbres, après, par un subterfuge, que je raccourcis, mais après, il y a un subterfuge, et la lumière qu'avait le Dieu de ce monde est transférée à sa plus belle créature, qui est la projection de l'homme véritable. Donc, tu as, à un moment donné, les grands dieux qui disent « Yaldabaoth, tu n'es pas seul, il existe un être qui est supérieur à toi. » Regarde dans cette image, il regarde et il se dit « Purée, il est vachement beau. On va en fabriquer un sur cette image. » Il appelle tous ces éons, tous ces archontes, qui donnent chacun la meilleure part d'eux-mêmes. Il fabrique un homme qui n'arrive pas à faire tenir debout. Et alors, dernière phase du plan, il y a une voix qui lui dit « Si tu lui donnes la lumière de ta mère, tu auras fait la plus belle des créatures et tout le monde verra que tu es le plus fort. » Il lui souffle dans le visage, à la créature qu'ils avaient créée mais qui ne tenait pas debout, et cette créature devient vivante. Et au moment où il souffle dans le visage, il perd sa force et il se rend compte qu'il s'est fait avoir. Il avait perdu la lumière, et instantanément, avoir perdu la lumière, il se dit, à défaut de posséder la lumière, je la maintiendrai prisonnière. Et il maintient prisonnière la lumière dans le monde, par séparation, par mensonge et par illusion. Tel est le monde décrit dans un des mythes gnostiques. Et donc, le sauvetage de l'homme, ou de l'âme, ou de la Sophia tombée, ça va être, la Sophia est au cœur de la matière, elle est au cœur de l'homme, elle est au cœur du monde, mais cachée. Et autour, il y a les ténèbres, qui ne pourront jamais la posséder, mais qui la maintiendront prisonnière. Et toute l'idée, ça sera de créer un chemin de passage. Ce chemin de passage en alchimie, dans un texte qui n'est pas forcément reconnu comme un texte alchimique, qui s'appelle les Noces alchimiques de Christian Rosecroix, qui parle du mariage chimique. D'autres textes parlent aussi du mariage chimique, mais pas dans cet esprit. Le mariage chimique, ensuite, ça va être, pour moi, le mariage de la nuée que l'homme a reçue de Yaldabaoth et de la parcelle de lumière de Sophia qui est tombée dans ce monde et qui est associée, qui est cachée au sein de ce monde. Donc pour ce type de gnostique, la sagesse divine s'est transformée en matière. Et donc les alchimistes, lorsqu'ils travaillent la matière, font ressortir de la matière la sagesse originelle. Mais ça, c'est un langage gnostique, c'est pas un langage alchimique. Mais les alchimistes le savaient. Et tu as l'autre alchimie, l'autre mythe de Sabaoth, qui dit la chose suivante. C'est que Sabaoth a un fils, non, pardon, pas Sabaoth, Yaldabaoth, donc le dieu des ténèbres, qui dit « je suis le seul dieu », etc., a un fils, et ce fils voit que ce que son père fait subir à l'humanité n'est pas supportable. Et il se dit « je ne peux pas supporter ça, je ne peux pas permettre que tu maintiennes l'homme et la lumière dans cet état. Et je vais quitter mon état de Dieu pour devenir humain. Et étant humain, je vais m'abaisser jusqu'à être le plus petit parmi les humains. Et étant le plus petit parmi les humains, je vais leur dire et partager la voie pour sauver. Et comme lui, il avait la lumière d'en haut et la lumière d'en bas, il a fait un chemin, et c'est l'histoire de Sabaoth le Sauveur. Mais il y a une entourloupe. Dans le premier mythe, la sagesse qui a toujours été sagesse, jamais corrompue, mais dans le royaume des ténèbres, et tu retrouves là le prologue de Jean, la lumière est venue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas connue.
Dans l'autre mythe, tu as le fils de Yaldabaoth qui refait le chemin inverse, qui sauve l'homme et la Sophia, la ramène dans le plérum, et au passage, ce faisant, réhabilite le père déchu. Donc tu as deux gnoses. Tu as pas seulement, tu as deux gnoses. La gnose de la parcelle divine qui n'a jamais été corrompue, et ça c'est la sagesse des alchimistes. Génial. Ils cherchent l'or. Et tu as l'autre chemin qui est je descends, je remonte, et par le sacrifice et la remontée du Fils, je réhabilite ce qui avait été créé en dehors du Père. Et là, il y avait de grandes écoles. Entre ceux qui disent non, lorsque la sagesse retourne dans son domaine, tout ce qui est en dehors disparaît, comme l'obscurité. Lorsque la lumière vient, l'obscurité disparaît. Elle n'est pas réhabilitée. Elle disparaît. Et le mythe de Sabaoth, le second, par transformation successive, est devenu le mythe du Sauveur, le mythe du Seigneur. Et la gnose des chrétiens gnostiques a disparu. Et le mythe de Sabaoth s'est transformé en sauveur et a donné le christianisme qu'on connaît. Mais là, attention, je ne suis pas historien et je me fais tuer. Et lorsqu'on n'aime pas les alchimistes ou les gnostiques, c'est parce qu'ils tenaient ce langage. D'accord. Très bien. Voilà, donc la gnose, une connaissance qui libère et qui nourrit. Et qui nourrit. C'est bien de ça qu'on parle. Et qui nourrit. Et qui nourrit et l'œuvre et l'alchimiste. Et qui nourrit le monde. Alors Jean-Claude, on arrive en fait à la fin de notre interview là, et j'aurais voulu aborder un petit truc, comme tu sais que ma chaîne YouTube, dessus il y a pas mal de choses sur le druidisme et le celtisme. Oui, j'ai vu ça. Je me disais qu'on pouvait peut-être parler, s'il y a un rapport existant entre le druidisme, le celtisme, et l'hermétisme, l'alchimie. Qu'est-ce qu'il y a comme lien ? Eh bien, tu me lances sur un terrain que je vais rarement. Oui. Alors, quelle légitimité j'ai pour parler de ça ? Je n'ai pas écrit de livre sur le celtisme ni sur le druidisme, mais ta question est intéressante, et surtout sur ta chaîne. C'est que ce que je pourrais te dire, c'est ce qui est commun ou antérieur au celtisme ou au druidisme, et à l'hermétisme. Donc certains symboles clés, et je dirais des choses qui m'inspirent, et puis que les spécialistes dans le druidisme et le celtisme, qu'ils fassent leur distillation. Je vais utiliser une image qui est sur une de tes vidéos, et je remercie la personne à qui je l'emprunte. Nous vivons sur une terre et marchons sur un gazon. Je paraphrase. Et sous ce gazon, il y a la terre. Ce gazon, c'est quelques centimètres qui peuvent être 2000 années de judéo-christianisme, 150 ans d'ère industrielle, ou 4000 ans d'hermétisme, 6000 ans d'hermétisme. Mais en dessous, il y a quelque chose de bien antérieur. Et qu'on peut appeler le celtisme pour ceux qui étudient le celtisme. Qu'on peut appeler les mystères pour ceux qui étudient l'hermétisme. Et même l'alchimie qu'on connaît avec ses symboles n'est pas si ancienne. Les symboles dans les cathédrales et tout ça, c'est pas si ancien que ça, puisque l'engouement pour l'hermétisme, il a toujours existé, mais pour l'alchimie est apparu avec les textes de Marcille Ficin qui ont été traduits, l'hermétisme. Ouais. Soudain, tous ces textes grecs et arabes sont réapparus à la Renaissance. Mais c'est antérieur. Donc dans le celtisme, il y a, druidisme, il y a des symboles que tout le monde, que beaucoup de monde connaît et qu'on rencontre. J'étudie beaucoup les symboles et j'en ai rencontré. Donc y a-t-il quelque chose, je dirais, pour ma part, il y a les mystères qui sont à la base. Il y a les mystères qui sont à la base. Il y a autre chose qui est similaire, c'est que le celtisme, si on prend le celtisme des Gaules, c'est quelque chose où les gars se disaient pas « je suis spirituel, il y a un maître spirituel ». Et dans ces peuples anciens, la spiritualité, c'était pas cet aspect que je qualifierais un peu de bobo actuel. Je pense que la spiritualité était tout simplement la vie sur tous les plans de l'existence telle qu'il se l'imaginait. C'est-à-dire avec la vie manifestée, et puis avec la vie qu'on pourrait appeler des esprits.
Et je pense que chez ces peuples, la spiritualité, c'était simplement la vie. Ce que nous, on appelle spiritualité, c'est simplement la vie. Et puis, tu avais différents domaines d'expression de cette vie. Souvent avec la classe sacerdotale, la classe des rois, parfois sacerdotale ou pas, dans le celtisme séparé, la classe des rois séparée, et puis tu avais tous les chasseurs, producteurs, artisans, selon la partie du monde où tu es. Donc avant que l'hermétisme soit alchimie, ou que les mystères de l'hermétisme soient dans l'hermétisme, eh bien il y avait, pareil, quelque part des gens qui devaient vivre dans le désert, dans le Nil, ou en Perse, ou ailleurs dans le monde, ou dans les pays nordiques. Et donc, les symboles sont les mêmes. Quels sont les grands symboles que presque tout le monde connaît par rapport au druidisme et au celtisme, en dehors d'Astérix, qui est excellent, avec toute la panoplie, le chef, le druide, le barde, enfin tout le monde y est, le poissonnier, le chaudronnier. Tu as le trixel, le triskel. Le triskel est très intéressant, et on le retrouve dans les églises romanes, on le retrouve ailleurs, par rapport à l'hermétisme. Pour moi, le triskel peut être vu, c'est un symbole, donc tu ne peux pas le mettre dans une case, hein. Tu peux le voir comme une représentation de ce qu'on appelait en alchimie, en hermétisme, le microcosme et le macrocosme. Le microcosme se projette dans le macrocosme, et le macrocosme est le reflet du microcosme, et ce qui se joue dans le ciel se projette sur Terre et se joue sur Terre. Donc, dans le triskel, on peut voir le cercle extérieur, avec le mouvement des astres, de la lune, du soleil, ce que tu veux, qui se projette au cœur du triskel, et la force du ciel agit au cœur du triskel, et le mouvement des astres et le mouvement du ciel, et le mouvement du soleil fait tourner l'ensemble. Donc, c'est un symbole celtique, druidique, et qui, si on en fait une lecture hermétique, il n'y a absolument aucune différence. Enfin, aucune différence au sens que si on le lit comme ça. Et il n'y a pas de différence puisqu'on le lit comme ça. Mais le triskel, est-ce que c'était ça ou c'était plus? C'était sans doute plus, comme tout symbole. Ce qui est intéressant chez le druide, moi, ce qui me parle le plus, c'est que pour moi, le druide, c'est l'alchimiste. Mais est-ce que c'est l'alchimiste au sens historique, au sens... On pourrait chercher, parce que j'imagine qu'à l'époque celtique, on travaillait les métaux. Et ensuite, on lit Mircea Eliade, et on sait bien qu'il y a un lien. Oui, je disais un autre parallèle que je trouve très beau, c'est on peut considérer que le druide est l'équivalent de l'alchimiste. Ouais. Au sens que l'alchimiste, à un moment donné, fait disparaître la distance entre lui et la pierre, parce qu'il travaille dans ce domaine où tout est une chose, et la sagesse se condense dans la pierre. Quelque part, le druide également est un condensé des sagesses de son époque, qu'il a eues par échange avec les autres druides, avec les autres peuples qu'il rencontrait, et avec ses investigations. Ouais. Parce que l'information est disponible, la sagesse est disponible, et je pense que les druides, comme les alchimistes, avaient accès à cette sagesse et la condenser en eux, pour ensuite la répandre dans le peuple. D'une certaine façon, mais je ne connais pas les civilisations celtiques, comment elles fonctionnaient, mais l'image qu'on en a, c'est que les druides étaient des êtres respectés, écoutés, et c'était une façon de distribuer leur or. Une autre similitude entre celtisme et... Tu parlais de symboles comme le chaudron ou l'arbre. Ah, le chaudron, mais oui! Oh, le chaudron, oui. Oh, surtout, on a un très très beau sur Notre-Dame de Paris. Un très beau chaudron. Ah ouais? Ah oui, je te montrerai. Ah, merci. Merci, Pierre. Il y a quelque chose de très intéressant je ne connais pas bien les contes, mais quand je trouve une histoire un symbole, dans le celtisme ou dans le druidisme, il paraît qu'il y a des grands druides, l'un avec un marteau, l'autre avec une massue, un autre avec un chaudron. Donc, tu m'excuseras le peu d'informations précises que j'ai, mais j'ai souvenir que sur un des grands chaudrons, qui est un symbole alchimique, bien sûr, de son époque, mais dans un des grands chaudrons se préparait une soupe. On va dire comme ça. On va dire comme ça. Mais au-dessus de ce chaudron voltigeaient 3 oiseaux. Un noir, un blanc
et un rouge. Et lorsque j'avais entendu cette anecdote, ça fait tilt. J'ai fait le lien avec les symboles alchimiques, avec les 3 phases de l'œuvre, noir, blanc, rouge, mais surtout, il y avait quelque chose qui se passait dans le vase, pour parler alchimique, dans le chaudron. Ouais. Il se passe quelque chose dans le vase, et souvent en alchimie, on s'imagine que la matière passe de l'œuvre au noir, au blanc, au rouge, Ouais. qui est un aspect de le voir. Mais c'est pas aussi précis que ça. Avec ce symbole du chaudron et les 3 oiseaux qui volent au-dessus, ils volent déjà au-dessus, noir, blanc et rouge. Ouais. Et donc c'est intéressant de reconsidérer, lorsqu'on est dans le travail sur la matière, quelle que soit la matière, quel que soit ton vase, de savoir qu'au-dessus, il y a déjà l'esprit des 3 œuvres qui voltigent et qui attendent leur moment et distillent. Et on retrouve un petit peu là le fait que l'œuvre au noir ne s'arrête pas à la fin de l'œuvre au noir. Ouais. L'œuvre au blanc ne commence pas au blanc. Il y a une partie noire dans l'œuvre au blanc, une partie blanche dans l'œuvre au blanche. Et donc, ça, c'est un symbole qui peut être intéressant, dont je ne connais pas l'origine. C'est peut-être pur hasard, ce qui m'étonnerait. Mais en tout cas, c'est un beau symbole, ce chaudron. Et je reviens aussi sur cet esprit du feu, du vase et de la matière. Ouais. Bon, le chaudron est intéressant. Et souvent, on parle de la matière et du feu, du régime du feu, de travailler la matière, etc. Je pense qu'il ne faut pas oublier le vase. Déjà, si tu n'as pas le vase, tu ne peux pas travailler. Parce qu'il faut, à un moment donné, créer un espace dans lequel le travail se fait. Le feu vient de l'extérieur, la matière est à l'intérieur, le vase le contient. Et à l'alchimiste, ensuite, de choisir son vase. Est-ce que tu le fais au niveau de la molécule, au niveau de l'atome, de la cellule, du corps, au niveau de ton quartz, de ton sel, de tes végétaux, au niveau de toi-même, de ton couple, de ta famille, de ton groupe, de l'humanité, de la planète. Mais, quelle que soit l'échelle dans laquelle se projette le processus, tu as matière, vase et feu. Ouais. Et plus est, ce ne sont pas 3 choses distinctes. Mais on s'écarte. Non. Il y a un très beau symbole, Oui. c'est l'étoile. Mhm. Dans certains textes de l'alchimie opérative, il faut voir, comme indication de la suite et du bon déroulement de l'œuvre, l'apparition de l'étoile sur le bain. L'apparition de l'étoile sur le bain. Et il est connu, je l'ai lu, je ne vais pas faire l'érudit, mais je l'ai lu, ce qui parle de l'étoile dans le druidisme, et je l'ai entendu sur les autres vidéos de ta chaîne, c'est ce que les anciens appelaient l'œuf de serpent. Ah oui. Qui, d'après Pline l'Ancien, mais aussi d'après des chercheurs actuels, disent effectivement, il y a une étoile comme symbole, je crois que c'est un oursin avec 5 petites pattes, ouais. Il y a une étoile qui quelque part apparaît au cœur du symbolisme celtique. Et ça, c'est quelque chose qui m'a touché. Je ne sais pas ce que signifie cette étoile, mais en tant qu'hermétiste, c'est quelque chose d'intéressant, parce que déjà, tu as l'étoile sur le bain, il apparaît à l'extérieur, ça veut dire qu'il commence à œuvrer à l'intérieur. Mm-hmm. L'étoile, alors est-ce que c'est l'étoile de Bethléem du matin qui se lève, des anciens peuples, qui se disaient attention, elle annonce le soleil qui se lève ou qui se couche, mais de toute façon, c'est une bonne nouvelle, que bientôt le soleil montera. Ou est-ce qu'elle annonce autre chose, c'est-à-dire une étoile qui est au cœur de la matière. Quand je disais tout à l'heure, pour faire de l'or, il faut de l'or, et qu'il faut remonter aux sources de la matière, au centre de la matière, remonter au point initial d'où tout émerge, et bien, peut-être que cette étoile, cet oursin ou cet œuf de serpent, représentait le point initial d'où tout émerge, et lorsqu'il était porté en pendentif, représentait, c'est le druide, d'où tout émerge pour la communauté, comme sagesse, comme rayonnement, ou ce que tu veux, mais aussi dans la matière. C'est qu'au cœur du menhir, si c'est celtique, mais c'est peut-être antérieur, mais disons au cœur de la pierre, au cœur du menhir, au cœur de l'être humain, au cœur de la terre, il y a une étoile. Et cette étoile est le pendant des étoiles dans le ciel. Donc ça peut être quelque chose qui peut être, peut-être qui existe peut-être dans le druidisme et le celtisme. Ouais. Tu parlais de l'arbre aussi, non? C'est pas ça? L'arbre, l'arbre, tu le retrouves dans l'hermétisme partout, mais tu te retrouves l'arbre. Enfin, quiconque cherche un peu retrouve l'arbre dans la plupart des traditions. Bien sûr.
Il est très présent dans la Kabbale, l'arbre droit, l'arbre inversé, l'arbre mort, l'arbre ce que tu veux. Et dans le celtisme, le druidisme, et tous les peuples qui vivaient dans des endroits où il y a de l'arbre, tu as l'arbre. L'arbre est un transmetteur. Étant transmetteur, ça fait penser à Hermès. Oui. C'est quelque chose qui est intermédiaire entre le sol et le ciel. Et si tu regardes l'arbre, il a différentes fonctions particulières, mais il y en a une qui m'intéresse. Et tu me demandes l'alchimiste, donc je vais te répondre d'alchimie. Mais il y en aura d'autres que les druides connaissent. Ce qui m'intéresse dans l'arbre, c'est la chose suivante. C'est qu'il est intermédiaire. Et si tu prends une approche hermétique, l'arbre lui-même, il a une zone intermédiaire. Tu as le tronc, puis tu as l'écorce. Et entre le tronc et l'écorce, dans la zone intermédiaire, tu as Hermès. Tu as la sève qui monte et qui descend. La sève qui monte et qui descend dans l'arbre fait forcément penser aux oiseaux, ou à la vie, ou aux différentes phases de l'œuvre que tu fais entre ciel et terre. Et ce que j'aime, c'est que en hiver, la sève descend. Ouais. Et elle va sous terre. Et puis au printemps, elle remonte. Et elle fait des bourgeons, elle fait des feuilles, et les feuilles font leur travail de transformation de la chlorophylle, de l'oxygène, tout un laboratoire chimique ou alchimique si tu veux, et alimente l'arbre, et ça redescend, et tout ça, ça bouge. Et on est dans la vie. Mais ce qui est intéressant pour l'alchimiste, c'est le côté pierre. C'est-à-dire quand l'arbre redevient mort. Quand l'arbre redevient mort, il se passe quelque chose de très intéressant. C'est que il reste planté. La sève qui était dans l'arbre, qui a connu à travers son processus dans les feuilles, le rayon de soleil, qui a connu le travail que le soleil fait sur les différents constituants, qui a donné la vie, qui a donné des germes, qui a fait grandir l'arbre, qui a donné des fruits. Cette sève, qui contient l'information du soleil et de l'œuvre, descend sous terre où il n'y a pas de lumière. Sous terre, il y a quoi? Il y a de la terre. Et la moitié de la terre, c'est de la silice. La silice, c'est de la pierre. Et donc, elle prend l'information du soleil, elle prend l'information des astres, et en hiver, alors qu'on pense que tout est mort, l'information descend sous terre, et tu as tous les petits cristaux sous terre qui reçoivent la lumière pendant l'hiver, et qui condensent cette lumière des astres, et qui attend que le soleil, que les périodes passent, et remonte. Et donc vitriol à moitié. Ah ben là, on est dans le vitriol des alchimistes. Okay. On est dans le vitriol des alchimistes. Symboliquement, et pas tout à fait non plus. Mais je trouve ça très beau dans l'arbre. Il a ce côté transmetteur, il a ce côté laboratoire, il représente l'homme, etc. Mais j'aime bien ça, où la sève descend alimentée. Et c'est le rôle des alchimistes, c'est le rôle des druides, c'est que s'ils ont une lumière auquel le commun des mortels n'a pas accès, ils l'amènent dans les profondeurs de notre ignorance. L'arbre fait ça. D'accord. Et ce qui est intéressant, on parlait de la pierre des alchimistes. L'autre fois, je t'avais dit, c'est important de regarder le travail de la pierre, comme les constructeurs. C'est aussi très important de regarder le travail de la pierre sur la silice. Parce que dans notre corps, nous avons du silice, de la silice. Et cette silice réagit à la lumière. Et quand on parle de capteur de lumière, il y a tout un chemin d'investigation qui serait l'alchimie actuelle, c'est de regarder les structures et la structuration de la silice dans la planète et dans le corps. Très bien. Magnifique. Et en plus, j'ai entendu dire quelque part que alors c'est devenu un peu une image cliché, mais il y a un témoignage qui va dans ce sens. Les druides allaient dans un émetton au centre de la forêt avec une faucille d'or. Oh! Un croissant de lune oui, en or. Oui. Alchimiquement, ça correspond... Enfin, je veux dire, c'est explicite. Alchimiquement, je ne sais pas. Je vais répondre spontanément à ce que tu me décris. Et je vais répondre de façon hermétique. C'est-à-dire, le secret n'est pas dans ce que tu décris. Cette serpe servait à quelque chose. Cette serpe servait à quelque chose qui était, je crois, de façon rituelle, à couper le gui, un gui particulier qui est sur les chênes. Et je ne veux pas te répondre sur la serpe,
Bon, si ce n'est qu'on peut dire c'est une serpe en or, sans doute avec du cuivre, avec la forme du croissant de lune, etc., qui a tout un symbolisme peut-être de la pleine lune ou autre. Mais je vais te répondre sur ce que ça m'inspire. Le gui. Le gui, au niveau symbolique, est une plante ancestrale. Ancestrale. Et elle ne pousse pas sur terre. Elle pousse sur des arbres. Donc sur un monde intermédiaire. Donc le gui, quelque part, si tu cherches la similitude avec le symbolisme hermétique alchimique, le gui est le fils d'Hermès. Si on considère qu'Hermès est l'intermédiaire, c'est-à-dire l'arbre ou le druide. Donc le gui, quelque part, c'est le fruit qui pousse sur l'arbre renouvelé, sur Hermès, sur le mercure, qui est l'élément qui va permettre de faire la pierre ou l'or. Donc le gui est quelque chose qui ne pousse pas dans la matière brute, mais qui pousse dans le monde intermédiaire, qui est celui d'Hermès, des hermétiques. Et en général, quand tu as une petite intuition comme ça, tu continues. C'est une autre façon de la langue des oiseaux. Les oiseaux te parlent. Et tu te dis, mais comment le gui arrive sur cet arbre, puisqu'il ne pousse pas par terre et qu'il n'a pas de fleurs? Eh bien, ce sont les oiseaux qui le mangent et qui laissent tomber des petites résidus et qui vont sur les arbres. Donc, ce qui sème le gui sont les esprits, au sens les habitants de l'air, les oiseaux. Donc, la serpe est un outil pour aller recueillir le gui. Et quelque part, alors je ne parle pas de druidisme, d'alpisme, je dis ce que ça m'inspire. Mais je pense que le gui représente cet aliment qui est très ancien et qui vient d'une période antérieure, lorsque la Terre n'existait pas, mais que n'existait que le monde qui aujourd'hui est intermédiaire, c'est-à-dire le monde de la transmission des anges, des informations, de la lumière ou d'Hermès. Et je terminerai un élément là-dessus, qui est plutôt alchimique. Dans certains alchimistes travaillent sur les 4 règnes. Je n'ai pas parlé des 4 éléments parce que tout le monde en parle. Et certains alchimistes, et ils me parlent particulièrement seulement, considèrent qu'il y a 3 règnes dans lesquels tout est à l'œuvre. Tu as le règne minéral, avec la terre et les minéraux. Tu as le règne végétal, avec les plantes et la vie, la profusion de la vie, avec la santé, tout ça. Tu as le règne animal, avec la possibilité de mouvoir, d'exprimer des choses, et tous les animaux. Et tu as le règne angélique. 4 règnes. Le minéral, le végétal, l'animal et l'angélique. Chacun en relation avec des mystères particuliers. Et je m'attendais, et beaucoup s'attendent, à ce qu'on considère que le 4e règne... c'est l'humain. Mais non. Ah non. Chez certains hermétistes, et notamment ceux qui ont cette classification, l'homme est un microcosme résumé du tout. Donc il y a en l'homme de la matière physique, il y a en l'homme de la vie et sa correspondance avec les végétaux, le processus cellulaire de digestion, tout ce que tu veux. Il y a en l'homme le processus animal, des pulsions, etc. Et il y a en l'homme l'aspect angélique. Et c'est quelque chose qui me plaît, et le gui me rappelle ça. C'est quelque chose qui nous fait souvenir d'une époque où il n'y avait pas forcément la manifestation physique matérielle, mais que l'idée existait. Et cueillir le gui, quelque part, c'est cueillir l'idée avant qu'elle se manifeste, pour un alchimiste, et la planter, pour guérir et pour te connecter à quelque chose qui existait à l'origine. Et les druides le cueillaient, et je pense que cet aspect, moi je trouve qu'il y a une similitude avec l'hermétisme, vu comme ça. Super. Désolé pour la serpe, mais au moins pour le gui. Et encore une fois, c'est pas une version celtique. Tu demanderas à tes copains druides si tu en as. Interprétation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme symbole? J'en connais pas beaucoup. Non, c'est ça. C'est déjà pas mal, c'est très bien. Ouais. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter en guise de conclusion? Oui, écoute, tu m'interviews sur des sujets qui me tiennent à cœur. Ouais. Quelle légitimité j'ai pour parler de ça? Aucune autre que celle que je témoigne de ce que je vis. Ça fait presque 50 ans que je suis alimenté par l'hermétisme, l'alchimie, tous ces symboles. J'ai travaillé, j'ai fait quelques opérations à gauche et à droite, je connais des personnes qui œuvrent, j'échange beaucoup. Et ce que j'aurais à rajouter pour des personnes qui cherchent
par la voie alchimique, par la voie hermétique, par une voie initiatique quelconque, par le retour aux sources, qu'est-ce qui était antérieur aux druides et aux alchimistes. C'est ça qui nous habite encore. C'est pas le gazon superficiel, c'est toute la terre qui est en dessous, qui contient toute cette information dans la styliste. Je dirais, comme ce qu'on a dit tout à l'heure en dehors, ce que j'aime, c'est chercher. Le deuxième logion de l'évangile de Thomas. Cherchez. N'arrêtez pas de chercher, je paraphrase parce que je ne connais pas par cœur. Cherchez, cherchez, n'arrêtez pas de chercher. Et lorsque vous trouverez, vous serez troublé. Ou ému. Et une fois troublé, vous serez ému. Ou ému, vous serez troublé. Et puis vous régnerez sur le tout. Cherchez. Et aujourd'hui, c'est possible de chercher. Et je terminerai avec une phrase de Paracels, puisque j'aime beaucoup Paracels. Deux phrases, mais qui disent la même chose. L'alchimie aujourd'hui, comment la pratiquer? De la même façon qu'autrefois, mais avec des conditions différentes. Que disait Paracels? À quoi sert-il? Non, on ne fait pas avancer les bateaux avec le vent qui soufflait hier. Et à quoi sert de se plaindre aussi sur la pluie qu'il faisait hier? Donc c'est cette invitation que faisait Paracels, brûler les livres anciens, savoir se connecter à cette information disponible, rencontrer ceux qui ont réalisé la pierre dans leur corps, les rencontrer et actualiser. Actualiser. Ce chemin est un chemin initiatique de connaissance qui libère et qui nourrit. C'est une gnose. Merci Jean-Claude, c'était vraiment un grand plaisir. Écoute, voilà des propos qu'on a échangés et qui eh ben, tu verras bien si tes internautes regardent. Merci beaucoup encore.